Quand on parle de formation d'adultes, on dit qu'on va aussi chercher le savoir chez les jeunes. Comment vous allez, peut-être vous, Laurent Béglin, qui avez un apprenti à la fois, donc vous avez le temps de bien le connaître, comment vous allez chercher son savoir quand il arrive, qui n'est peut-être pas un savoir de manier le râteau, comme vous disiez tout à l'heure, mais son savoir de la vie, peut-être de son amour, des petites plantes, que sais-je? Alors, c'est lors des stages. Lors des stages, quand on met en place déjà un apprenti ou un futur apprenti va contacter différents entrepreneurs pour essayer de programmer des stages. D'abord des stages de découverte pour voir si le métier pourrait potentiellement leur plaire. Une semaine, un jour? C'est une semaine généralement. Et alors certains, ils font ça pendant leurs vacances scolaires, et puis d'autres, c'est pendant les classes. Il y a des moments qui sont laissés aux apprentis, aux écoliers pour pouvoir faire des stages. Les écoles prévoient justement des semaines mais aussi les journées, j'ose un métier, les journées de découverte. J'ai aussi eu des jeunes qui sont venus juste une journée où les parents que je connaissais m'ont demandé s'ils pouvaient venir parce que eux, leur travail ne leur permettait pas de prendre leurs enfants avec eux. Donc voilà, ça c'est déjà une première piste pour essayer de voir si l'enfant ou le jeune est intéressé par ce métier. Puis après, après un stage, s'il y a quelque chose qui s'est passé, généralement, s'il y a une bonne entente aussi entre le stagiaire et l'entreprise, je dirais globalement, il va peut-être revenir à la charge en disant j'aimerais bien faire un deuxième stage, peut-être en période hivernale, histoire de voir aussi ce que c'est le métier paysagiste en hiver. C'est pas la même chose qu'en plein été. Hein. Donc là, non seulement le climat, mais aussi le travail n'est pas le même, sûr. Parce qu'on ne fait pas les mêmes travaux en hiver qu'en été, absolument. En l'occurrence. Ouais. Donc là, c'est au fil de ces stages où on peut voir, on discute, on échange, on discute aussi des passions qu'il peut avoir dans la vie, sportives ou autres. Et puis, il y a des feelings ou des fois pas du tout. Et après, ça débouche sur une demande d'apprentissage ou pas. Ça dépend des personnes et justement des échanges qu'on a pu avoir. Alors tout à l'heure, on va parler de comment les entreprises choisissent leurs apprentis et comment les apprentis choisissent leurs entreprises ou leur métier. Cynthia Schildknecht, par rapport à ce qu'on disait sur comment est-ce qu'on est traité comme apprenti quand on arrive dans une entreprise, est-ce que vous avez eu l'impression d'être un peu mise à l'épreuve au début? On vous demandait un peu des boulots subalternes ou bien au contraire, on vous a tout de suite accueilli dans votre métier? Alors, on m'a tout de suite accueilli dans mon métier. Donc, j'ai fait des choses en lien avec mon métier. Vous n'avez pas fait le café pour toute la bande? Non, jamais, jamais. Mais c'est vrai qu'au début, le maître d'apprentissage, il teste un peu, voir nos compétences, un peu notre patte artistique, on va dire, pour justement savoir un peu comment nous aider mieux par la suite, en fait. C'est-à-dire pour vous amener là où vous avez des compétences ou bien pour vous amener des compétences que vous n'avez pas encore? Pour nous amener là où on a des compétences et pour nous aider justement là où il nous manque des lacunes, les consolider en fait. Tout à l'heure, Laurent Béglin disait qu'on va chercher aussi les passions de l'apprenti, ses loisirs. Est-ce que vous, on a été chercher quelles étaient vos passions et est-ce qu'on les a utilisées? Quand je suis arrivé, parce que là j'ai commencé mon apprentissage à Firo. Et là, je suis depuis 1 an à Gestiform, mon stage. Et quand je suis arrivé à Gestiform, mon maître d'apprentissage, Jésus, a tout de suite dit que j'aimais les jeux vidéo, donc j'ai même pas eu besoin d'en parler. Donc il a tout de suite compris. Et on discute souvent de ça et puis d'autres choses en fait. Donc alors, on peut peut-être parler justement de ce changement d'entreprise parce que, oui, juste après je donne la parole à la question. Ce n'est pas un changement d'entreprise parce que vous avez quitté votre entreprise, c'est au contraire une intelligence de deux entreprises qu'on dit ok, chez moi elle fait ça, mais si je l'amène chez vous, elle pourra faire d'autres choses. C'est bien exactement. Comme ça que ça s'est passé. C'est donc c'est une ouverture incroyable de vous permettre d'ouvrir. Je crois savoir que vous aimez les drones. Est-ce que ça, quand je dis vous aimez, je pense que c'est une passion un peu dingue. Est-ce qu'elle est utilisée? Oui, je l'ai déjà plusieurs fois utilisée à Gestiform. Donc on a pu faire des plans en drone pour certaines conférences qu'on a déjà faites. Donc, mettre des plans de coupe. Donc là, il y a une vraie utilisation de vos compétences. Absolument. Je donne la parole à Manuela parce qu'il y a des questions. Il y a une question. Beaucoup d'entre vous ont parlé de parcours de vie, de parcours initiatique. C'est le thème de ce débat. D'apprentissage de savoir-être et de savoir-faire. On a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. La question, c'est celle-ci. Comment on explique que de plus en plus d'apprentis arrêtent l'apprentissage au bout de quelques mois ou une année, alors que c'était plus rare il y a 15 ans? Alors, je ne sais pas d'où vient ce 15 ans, mais en tout cas, c'était plus rare avant. Comment vous l'expliquez? Qui veut répondre à ça? Laurent Béglin.
J'ai peut-être une petite piste par rapport à ça, dans le sens où rares sont les adolescents qui quittent l'école en sachant exactement ce qu'ils veulent faire. Et avant, je parle d'avant, peut-être de de l'époque de mes parents, ou peut-être encore la mienne, parce que moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai fini mon apprentissage. On se lançait dans un métier, puis on faisait ce métier pour notre vie, quoi. Et maintenant, il y a beaucoup plus de changements professionnels qui s'opèrent en cours d'une vie. Et je pense que certains jeunes ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire concrètement en sortie d'école. Peut-être qu'ils s'écoutent plus aussi, c'est-à-dire que peut-être vous êtes resté 30 ans, je parle de vous, mais ça peut être n'importe qui, resté 30 ans dans un métier qui n'était pas tout à fait le vôtre. Un jeune peut-être va écouter un peu mieux ses envies et oser quitter, refaire un apprentissage. Alors, je pense qu'il y a les deux. Il y a déjà, d'une part, le jeune se pose peut-être un peu plus de questions qu'on s'en posait à l'époque. Après, il y a aussi une part d'incertitude où certains jeunes, ils attendent peut-être que ça leur tombe un petit peu dessus. Et puis, voilà, ils se lancent peut-être dans une formation parce qu'un copain le fait ou parce que quelqu'un dit, voilà, fais ça, ça t'occupera le temps que tu trouves vraiment ta voie. Et puis, voilà, il y a des personnes qui vont faire une scolarité prolongée parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un choix. C'est pas un mal en soi, hein. Ça permet peut-être de réfléchir un petit peu plus longuement sur ce qu'on veut faire pour l'instant et de prendre une décision peut-être une année plus tard. Thomas Rentsch, vous formez des formateurs. J'aimerais bien prolonger cette question. C'est-à-dire que là, il y a une explication du côté des jeunes qui peut-être sont plus indécis ou qui osent être indécis et choisir plus tard ou changer. Qu'en est-il de la formation et des formateurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire du côté des formateurs pour garder ces apprentis? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur là, de ce côté-là? Il y a les deux qui doivent contribuer, c'est clair. Aujourd'hui, la tendance dans notre société est de commencer quelque chose, de regarder si ça fait plaisir, et si ça ne fait pas plaisir, on arrête. Un jeune, un enfant, il apprend peut-être 3 ou 4 instruments de musique. À l'époque, c'était tellement cher. Papa a dit, je te paye un violon, mais après, tu vas le faire jusqu'à la fin. Aujourd'hui, après une demi-année, ça ne fait plus plaisir. Alors, on lui donne l'opportunité, l'occasion de faire autre chose. Alors, c'est déjà dans l'éducation, on est un peu différent et il faut accepter ça d'un côté. De l'autre côté, et ça, c'est le travail du formateur en entreprise. Lui, il doit rendre tellement attractif la formation et la relation dont j'ai parlé avant au travail. Il doit donner une occasion aux jeunes de vite avoir des sensations de plaisir, de plaisir et aussi de réussite. Parce qu'à l'école, moi aussi j'ai enseigné pendant 20 ans à une école, malheureusement il y a des jeunes qui doivent par exemple faire des cours d'allemand parce que c'est obligatoire, sans avoir du talent, on doit leur donner des mauvaises notes. Alors, maintenant, ils ont choisi un métier pour faire quelque chose où ils peuvent vraiment avoir des expériences, des réussites pour aussi créer une identité et une confiance en soi. Et ça, c'est tellement nécessaire. Si au début, on leur dit « mais tu es encore nul, tu ne sais encore rien, tu dois apprendre déjà à obéir, il faut encore faire de l'éducation avec toi, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Non, il ne faut pas commencer comme ça. Il faut dire hey, « nous, on t'a sélectionné. » Et ça, maintenant, on fait un parcours ensemble et on est positif et on va regarder où tu en es et on accepte. Mais on prend, ça c'est le départ, et on accepte aussi que le monde de travail et que ton école de vie est ce que tu veux aussi pour toi-même, être autonome, indépendant de tes parents, mener une vie autonome. Là, tu veux aussi apprendre quelque chose. Alors, des fois, on va être sévère et strict pour finalement aller au bout en ce qui concerne cette école de vie. Et on est toujours une équipe. Je suis toujours à l'écoute et je suis toujours là pour toi, mais aussi pour un objectif qui sert à toi, parcours personnel, mais aussi au monde de travail, parce que le monde de travail, il a besoin de jeunes personnes qui sont motivées. La relève, elle est importante, sinon nous tous, on peut fermer boutique, mais on peut aussi oublier notre standard de vie, aussi vous les jeunes.
Bon, il y a le monde du travail en général, mais il y a aussi l'entreprise qui a besoin de rendement, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, il y a des entreprises, avant on disait, est-ce que les entreprises vont dans la nouvelle direction, oui ou non? Il y a des entreprises qui ont compris que finalement, la relève, c'est l'avenir, et ils investissent. Il y a d'autres qui disent, aujourd'hui, l'économie est dure, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille pour un peu moins de sous, alors c'est l'apprenti. Ça existe encore, malheureusement. Il y a une question du côté de notre public, de l'autre côté de l'écran. Oui, vous évoquez la relation individuelle, particulière entre le formateur et le formé, la relation entre l'apprenti et son entreprise. Dans la question, la personne évoque dans plusieurs professions le système de réseau d'entreprise. Au fond, pour qu'un apprenti puisse, pour vous par exemple, aller voir chez un autre paysagiste ou le système de réseau d'entreprise, c'est aussi une solution pour garder la motivation de l'apprenti. Lionel Arletta, peut-être vous qui chapeautez 25 métiers. C'est l'idée des compagnons en France, vous l'avez évoqué au début de votre intervention. Alors le réseau d'entreprise devient quelque chose qui, selon moi, fait de plus en plus sens parce qu'on a quand même passablement d'entreprises qui se spécialisent dans certains domaines. Et le fait est qu'une entreprise spécialisée ne pourra pas proposer l'entier du plan de formation à la jeunesse qui rentre dans cet apprentissage. Et puis, le fait de créer des réseaux d'entreprises va permettre justement à ces jeunes de passer d'une entreprise à l'autre pour aller acquérir des compétences que l'entreprise principale ne peut pas mettre en avant. Là, on débute, au mois de septembre, un réseau d'entreprises avec des apprentis menuisiers où 3 entreprises ont été d'accord de se mettre ensemble et de permettre à des apprentis de se former en leur sein en passant par des stages dans chaque entreprise pour acquérir les compétences du plan de formation. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir de la formation peut aussi passer par là parce que certaines entreprises ne pourront plus garantir l'entier du plan de formation. Peut-être ce qu'on peut préciser pour prendre l'exemple du menuisier, c'est intéressant, c'est que peut-être chez un menuisier, l'apprenti ne va faire que des cuisines, chez l'autre, il va faire de la charpente, chez le troisième, il va pouvoir faire des terrasses. C'est dans ce sens-là que le réseau est utile. Effectivement, le réseau est utile parce que certaines entreprises ont du matériel à disposition que d'autres n'ont pas, ont des travaux à effectuer que d'autres n'ont pas. Certains sont spécialistes plus dans la pose, d'autres dans l'élaboration de meubles. Et du coup, en passant dans ces différentes entreprises, on va pouvoir acquérir toutes les compétences que l'association professionnelle a demandées pour obtenir une certification. Cynthia, puisque c'est votre cas, justement, j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, vous êtes engagé par une entreprise qui vous envoie dans une autre pour justement élargir vos compétences. Votre maître de stage de l'entreprise ne reste plus votre maître de stage. Vous en avez un nouveau dans la deuxième. Et qui est votre patron? Alors, là, actuellement, mon maître d'apprentissage, c'est celui qui est encore dans mon entreprise qui est à Firo. Donc, je suis toujours affilié à Firo. Et je suis en stage, donc mon maître de stage, c'est Josué. Donc, c'est 2 choses différentes. D'accord. Donc, vous êtes toujours apprenti là-bas, mais dans le cadre de votre apprentissage, vous faites un stage. Exactement. D'accord. Donc, votre patron, c'est votre première entreprise. Oui, absolument. Très bien. C'est comme ça que ça se passe de manière générale, où on peut... Alors, en règle générale, c'est effectivement comme ça que se passe un réseau. Il y a une entreprise qui peut détenir le contrat de l'apprenti, et puis il y a des conventions avec les autres entreprises pour aller effectuer ces stages. Mais ça peut aussi être, par exemple, je prends l'exemple des menuisiers. Et bien là, ce sera l'école de la construction qui sera l'employeur. Ce sera un contrat avec l'école de la construction. Et ces jeunes partiront dans des entreprises qui ont émis la volonté de recevoir ces apprentis pour les former. Très bien. Ça soulage aussi les entreprises. Pour une petite entreprise, ce serait idéal. Alors, le point de soulagement, c'est effectivement toute la partie où on va les accompagner pour le recrutement, on va les accompagner dans tout ce qui est des RH, salariales. Enfin, on va amener toutes les compétences de l'école auprès de ces entreprises par rapport au suivi de l'apprenti. Et les entreprises, elles, auront vraiment ce rôle de former à une tâche en mettant de côté un peu tout l'administratif qui est en lien avec l'apprentissage. On est déjà en train d'évoquer un peu des pistes pour l'avenir, donc on vole un peu d'un chapitre à l'autre. Mais si je reviens un petit peu en arrière, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on choisit un apprenti.
Vous avez évoqué les stages, mais qu'est-ce qui se passe? Vous leur faites faire des tests, le stage suffit, c'est une question de feeling. Vous êtes une toute petite entreprise, donc il faut déjà s'entendre, j'imagine, mais comment ça se passe? Alors, effectivement, l'entente, elle est importante. Le ressenti quand la personne vient en stage dans l'entreprise, ben, voilà, si la personne se montre curieuse ou pas du tout, ou, intéressée, ne serait-ce que par les travaux qu'on fait, la raison pour laquelle on fait tel ou tel travaux, ben, un stagiaire qui voudrait se présenter pour faire un apprentissage doit quand même montrer un certain intérêt pour le métier, en tout cas de la curiosité. Après, ben, il y a aussi le côté... Gardez bien votre micro près de la bouche. Pardon. Ouais, il y a le côté volonté de la personne. On se dit, ben voilà, moi je veux bien refaire un deuxième stage, peut-être même un troisième stage, pour m'assurer que ce soit la bonne entreprise, le bon métier. Donc là, on voit tout de suite un intérêt assez important de la personne, du futur apprenti. Donc là, ça peut être des critères de choix. Et il y a aussi, ben, dans le cadre de la formation de paysagiste, Jardin Suisse Vaud a un test qui met à disposition des futurs apprentis et que un patron peut imposer de passer ce test. Donc ça se passe au centre patronal à Paudet, c'est gratuit et il y a des tests mathématiques, d'orthographe, ça touche un petit peu à différents domaines, pas que le paysagisme. Et puis suivant le résultat du test, voilà, on peut être plus ou moins intéressé de prendre ce jeune parce qu'il a eu un bon résultat ou des résultats qui vont dans une direction que l'entreprise favorise. Et puis voilà, donc ça, il y a des choses qui sont mises en place. Vous faites appel à ça ou vous faites confiance à votre feeling? Moi, je fais plutôt confiance à mon feeling, ou des bons échanges et contacts avec la personne. Alors des fois, on peut un petit peu retomber de haut. On se dit, voilà, au stage, ça s'est super bien passé. Puis après, en apprentissage, on voit que ça se passe un peu moins bien. On doit plus titiller pour stimuler l'apprenant. Mais globalement, j'ai pas eu vraiment de mauvaises surprises. Lionel Arletta, vous vouliez ajouter quelque chose? Après, je vous donne la parole, Thomas Rentsch. Oui, volontiers. L'idée pour moi, c'est que 50 entreprises qui recrutent, 50 manières de faire différentes. À un moment donné, les entreprises, certaines personnes vont travailler au feeling en disant ce jeune, j'ai pas trop envie de regarder son carnet scolaire, j'ai pas envie de savoir trop ce qu'il a fait avant, mais il a démontré qu'il était là. Alors, les valeurs que j'ai sont représentées par ce jeune, donc je vais l'engager. Et puis, il peut y avoir des grosses structures qui effectivement passent par des tests, par des analyses, par des entretiens, par des stages de sélection, enfin des structures qui sont très organisé. Et effectivement, on remarque que chaque apprenti a été recruté de manière différente et c'est des fois une petite chose qui a fait qu'on accède au contrat. C'est pas systématiquement un carnet scolaire qui va faire qu'on obtienne un contrat ou pas. Et puis on voit même des entreprises, et je leur tire mon chapeau, qui sont plus souvent dans le style je vais lui donner une chance. Il n'a pas eu de chance jusqu'à aujourd'hui, eh bien je vais lui donner une chance, tout en sachant que peut-être ça va être un peu plus difficile dans l'encadrement par la suite. Thomas Rentsch, la question que je me posais, c'est quand on engage un apprenti, on engage un futur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore pu faire la preuve de tout son savoir, contrairement à un senior qu'on engagerait sur la base d'un CV long comme le bras, ce qui ne veut pas dire que c'est mieux. Mais comment est-ce que ça se passe, ce feeling? Alors, on a parlé de stage et des 50 manières différentes de 50 entreprises. Là, je suis 100% d'accord, mais il y a des stages et des stages qui concernent la qualité et aussi la récolte à la fin. Je dirais, toi, tu as parlé de drones, hein, ta passion pour les drones. Si toi, tu avais été chez moi dans un stage et si j'avais vu que tu es passionné de quelque chose et que là, tu peux te mettre dedans 100% ou 120%, ça aurait été déjà un super argument de te prendre. C'est du talent dans la volonté. La volonté, la tête, c'est la moitié. Hein, la motivation. La motivation oui. pour...
être motivable, je ne sais pas si on dit ça en français, Oui. mais être motivable pour quelque chose, trouver sa passion, être engagé pour quelque chose, je pense, même si ça n'a rien à faire avec le métier, on voit que cette personne, si elle prend feu, ça va fonctionner. Alors qu'elle n'a pas encore pris feu au début, c'est normal. Alors il faut voir le talent. Le stage, c'est pas voir les compétences. Avant tout, à mon avis, c'est plutôt voir le talent et le potentiel, les perspectives. Déjà tout ça. Un stage, il doit être actif, c'est-à-dire il y a des entreprises où le stage se passe surtout en observant ce que les autres font. Mais c'est pas intéressant, pas motivant, et puis on ne peut pas en récolter ce qu'il faut voir et ce qu'il faut discuter à la fin. Alors, il faut vraiment donner des tâches intéressantes aux jeunes. Il faut peut-être même lui donner quelqu'un à côté, par exemple un apprenti qui travaille déjà dans l'entreprise. Toi, tu es mon parrain, la parraine, déjà dans le stage. En plus, à mon avis, il est bien de discuter avant le stage, avec tous ceux qui sont dans la même salle ou dans le même atelier, qu'est-ce que nous voulons observer, nous tous, puisque c'est le talent professionnel, d'accord, c'est la motivation, mais c'est aussi la relation, la chimie qui doit fonctionner entre toutes les personnes qui collaborent dans cet atelier. Finalement, quand on demande qu'est-ce qui te motive dans ton métier, c'est souvent l'équipe, l'esprit d'équipe. Et si on pose la question pourquoi est-ce que il y a des résiliations de contrats, c'est souvent aussi l'équipe qui ne fonctionne pas. Alors, je pense que ça, c'est des choses tellement importantes. Donc, et ça, j'ai aussi entendu, c'est aussi important, pas seulement montrer les côtés soleil du métier parce qu'on a peu de candidats, alors il faut être attractif, mais pas au détriment de la vérité. Il faut être correct et leur donner une image réelle de ce que la personne va apprendre et des circonstances du métier. Mais un entretien d'embauche, quel que soit l'âge de la personne, c'est toujours un peu un moment de séduction, non? D'une part et de l'autre. Donc on ne dit pas toujours tout. Oui, peut-être pas tout, mais je pense si par exemple on était effectivement dans les meilleures conditions, on peut aller chez un paysagiste et finalement en hiver, quand il fait froid et quand il y a des choses lourdes à porter, peut-être aussi des fois, tout ça, il faut le dire et il faut voir que ces gens-là, ils peuvent être motivés aussi avec ces facteurs. Sinon... c'est clair, oui, c'est déjà programmé qu'on aura un problème plus tard. Hein. Ouais. D'autant que les points positifs pour quelqu'un sont peut-être les points négatifs de l'autre. C'est-à-dire quelqu'un adorera porter, adorera travailler dans le froid, l'autre préférera. Donc autant donner tous Chacun les a sa arguments. place, hein. Je vous donne tout de suite la parole, mais la question de départ, c'était comment est-ce qu'on choisit un apprenti. J'avais envie de demander à Cynthia Schilknecht, comment est-ce qu'on choisit un apprentissage et une entreprise. Je pense qu'il faut savoir s'écouter, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, j'ai l'impression qu'ils aient envie de travailler par passion, et plus juste travailler pour travailler. Donc je pense que c'est bien de réfléchir à vraiment ce qu'on veut faire, et à ce qu'on aime faire. Et après, il faut trouver la bonne entreprise. Est-ce qu'on veut avoir une grande entreprise, une petite entreprise? Donc ça dépend aussi de ce qu'on souhaite. Et puis au mieux, c'est de faire des stages. Pour moi, je pense. Comment ça s'est passé pour vous, justement? Vous aviez déjà une idée claire du métier ou du genre de métier, parce que vous aimiez dessiner, vous aimiez le graphisme ou d'autres choses Alors, quand je suis sortie de l'école, je voulais être mécanicienne à la base. Mécanicienne? Et mécanicienne, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai vraiment adoré, sauf que le problème étant une femme, il n'y avait pas beaucoup de garages qui pouvaient me prendre. Du coup, j'ai dû trouver une autre idée, et là, je suis partie dans tout ce qui est paysagiste. Donc j'ai fait du bûcheronnage, j'ai fait aussi de la pépinière et tout ça. Et je me suis rendu compte avec la peur des araignées, ça allait être compliqué. Donc je me suis dit que j'allais passer... Mais c'est intéressant ça, oui, absolument. Et après, j'ai eu des problèmes personnels qui ont fait que je me suis retrouvée à l'AI. Et du coup, l'AI a proposé justement une réinsertion via Firo, qui est une entreprise de réinsertion pour les jeunes liés à l'AI. Et c'est là où j'ai découvert ce métier et j'ai tout de suite adoré. Donc le parcours, il est parfois long, et vous êtes de loin pas la seule à avoir un parcours aussi long, mais en même temps, chacun des apprentissages vous a amené vers la bonne voie. C'est-à-dire ça pourrait être considéré comme des échecs, mais au contraire, c'est des progressions.
Je donne la parole à on est Manuel. vraiment en phase parce qu'au moment où tu as posé la question sur comment l'apprenti choisit une entreprise, c'était exactement la question qui était posée dans le chat. Donc peut-être que soit M. Arletta, soit M. Rensch, quels sont ou même vous, Monsieur le paysagiste, j'ai pas retenu votre nom, qu'est-ce que vous racontent les apprentis une fois qu'ils ont signé leur contrat en disant « je vous ai choisi parce que ». Alors le choix est parfois difficile pour les jeunes, le choix est difficile pour les entreprises, mais souvent, effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit avant, c'est quand je suis venu en stage chez vous, c'est là que l'ambiance était sympa. L'accueil que j'ai eu m'a convenu. Vous m'aviez préparé 3 jours de stage très, très bien, très structuré, où j'ai pu faire des choses. C'est souvent ces choses-là qui reviennent dans la bouche de ces jeunes en disant voilà pourquoi je me suis plus intéressé à votre entreprise qu'à une autre entreprise. Et ce n'est pas simplement en disant chez moi tu as un meilleur salaire ou chez moi c'est vraiment sur du ressenti souvent que le jeune fait son choix pour trouver la place qui lui plaît le plus.